Bonsoir à toutes et tous. Je suis Vimla Mayura, la responsable communication de l'Institut du Thorax. Au nom de toutes les équipes de notre institut, je vous souhaite la bienvenue à cette toute première conférence à cœur ouvert. Cette première soirée ouvre le cycle de 4 conférences qui auront lieu un mercredi par mois jusqu'en décembre. À chacune d'entre elles, vous pourrez rencontrer nos expertes et nos experts, médecins et chercheurs, spécialistes des valves cardiaques, des troubles du rythme cardiaque, du cholestérol, puis des anévrismes intracrâniens. Et parce que réunir des médecins et des chercheurs, des équipes de soins et des équipes de recherche, c'est notre ADN en fait. On va vous expliquer tout ça. Et à chacune de ces conférences, en fait, en complément de leur mission de formation, de recherche et de soins, mes collègues iront vraiment plus loin dans cette mission parce qu'on a une mission de service public. Et cette mission de service public, c'est de partager nos expertises avec vous. Vous l'aurez compris, notre institut a pour cœur de métier de placer les patients au cœur de la recherche. C'est ce que vous avez peut-être vu à l'entrée de cet amphithéâtre. Et ça, on le fait dans le domaine des maladies cardiovasculaires, respiratoires et métaboliques, ici à Nantes, depuis 20 ans déjà. Et ces 20 ans, nous les fêtons effectivement entre nous, mais aussi avec vous. Et donc, pour nos 20 ans, nous voulions impérativement tisser du lien avec les citoyens et les citoyennes de notre territoire. Et nous sommes donc très heureux de vous accueillir nombreuses et nombreux ce soir. Il me reste à remercier nos tutelles et toutes les que vous voyez ici et aussi d'autres soutiens qui nous apportent ce soutien organisationnel et financier dans la mise en place de ces conférences. Et bien sûr, il me reste à passer la parole à mes collègues qui vous présentent une révolution en marche. Rien que ça. Alors bonjour à tous, merci d'être présents. J'espère que vous apprécierez. Est-ce que vous m'entendez? Je dois voir qui porte, je peux le faire avec le micro, sans le micro. Ah, il faut que je sois avec le micro pour être enregistré, paraît-il. Donc bienvenue à tous et merci d'être présents, sinon ces conférences n'auraient pas lieu d'être. Vous avez la chance, aujourd'hui c'est probablement la meilleure conférence de la série des 4, il faut le dire, puisque c'est la nôtre. Et donc on va vous parler des valves avec Romain Capoulat. Donc moi je suis cardiologue, clinicien, échographiste et enseignant à la faculté de médecine de Nantes. Je suis là depuis 15 ans, j'ai rejoint l'Institut de Thorax il y a 15 ans. Et j'ai développé la thématique des valves avec les collègues chercheurs. Et puis, Romain Capoulat est venu nous rejoindre maintenant il y a une petite dizaine d'années, pas tout à fait, sur la partie fondamentale avec une grosse expérience à la fois des données cliniques et puis développement de recherche fondamentale. Donc, on va vous parler de 2 maladies des valves cardiaques, les valvulopathies. Ce sont les maladies des valves cardiaques. Et on va commencer très simple. Ces valves, elles sont au nombre de 4. Vous voyez, il y a 2 valves à droite, la valve tricuspide et la valve pulmonaire. Je peux mettre un petit pointeur laser comme ça, vous ne serez pas perdu. Pointeur laser, ça va marcher. Donc 2 valves droites qui sont sur le cœur droit et 2 valves à gauche qui sont la valve mitrale et la valve aortique. Et on va vous parler de ces 2-là parce que ce sont celles qui ont le plus d'anomalies ou de pathologies valvulaires. Pour résumer comment fonctionne le cœur de façon très simple, vous allez avoir le sang qui va revenir vers l'oreillette droite ici, donc des gros vaisseaux qu'on appelle les veines caves. Ensuite, ce sang va passer à travers ici la valve tricuspide, donc on est sur le cœur droit. Puis ensuite, va être éjecté à travers la valve pulmonaire pour aller dans les poumons, pour vous permettre de respirer, permettre l'oxygénation du sang. Et le sang va ensuite revenir dans l'oreillette gauche, donc on est sur le cœur gauche, va passer à travers la valve mitrale, puis ensuite va être éjecté dans l'aorte, et c'est ce sang qui va circuler dans l'ensemble de l'organisme. Et vous voyez que ces valves ont un rôle très important parce que c'est
Ce sont comme des soupapes d'admission et d'éjection, donc elles s'ouvrent et elles se ferment pour permettre le passage du sang et empêcher que le sang, normalement, revienne en arrière. Ces maladies des valves cardiaques, elles existent dans beaucoup d'espèces animales. Vous voyez, par exemple, des petits poissons ici, les zébrafiches. Je vous rassure, le cœur n'est pas du tout conformé de la même manière que nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les poissons ont des branchies, donc ils n'ont pas de poumons. Et donc, il y a un seul tube cardiaque, en fait, une oreillette et un ventricule. Et vous avez une valve ici, entre les deux, qui est une valve atrio-ventriculaire. Cette maladie des valves, on peut la retrouver ou la développer chez des petits rongeurs, les souris et les rats, et ça peut être des modèles animaux pour étudier cette pathologie. Et puis, elle existe aussi, en tout cas pour l'atteinte de la valve mitrale, chez les petites espèces de chiens, et bien sûr chez l'homme, puisque c'est le sujet de la conférence de ce soir. Alors vous voyez ici, c'est un travail qui avait été fait aux États-Unis, dans le comté d'Olmsted, près de la Mayo Clinic, c'est au Minnesota, c'est au nord des États-Unis. Et donc les États-Unis sont séparés en comtés, et ce comté-là, il n'est pas immense, il y a 130 000 habitants, et vous avez une grosse structure de soins qui s'appelle la Mayo Clinic, et qui recense toutes les données de tous les patients qui sont pris en charge dans la région. Et donc ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y a une augmentation de la prévalence des maladies des valves, que ce soit mitrale ou aortique, avec l'âge. Donc plus on avance dans la vie, plus on a de risques d'avoir, comme malheureusement beaucoup d'autres maladies, plus on a de risques d'avoir une maladie des valves cardiaques. Et vous voyez que ce n'est pas négligeable, puisque la totalité, c'est 14% au-delà de 75 ans, ici dans ce graphique. Alors en France, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez ici un extrait du bulletin épidémiologique. Vous avez la répartition du nombre de patients qui sont atteints par une maladie des valves. Je vais faire simple, hein, on les classe en non rhumatismal et rhumatismal, mais rhumatismal, c'est ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu, vous savez. Donc ça, c'est plutôt en nette diminution en France. Et donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça. Et vous avez une répartition en fonction des départements qui n'est pas équivalente. Vous voyez qu'il y a des différences. Et vous voyez qu'on est plutôt dans une zone, nous, où il y a un nombre de valvulopathies qui est assez important par rapport à d'autres régions. Donc plus c'est foncé, plus vous avez de valvulopathies en nombre de personnes atteintes par pourcentage de la population. Si on regarde maintenant le nombre d'hospitalisations, toujours avec le même bulletin, nombre d'hospitalisations pour différentes maladies valvulaires, eh bien vous voyez qu'au cours du temps, vous avez une augmentation des hospitalisations pour tous les types de maladies valvulaires. Ici, vous avez le rétrécissement aortique non rhumatismal, dont vous parlera Romain. Ici, vous avez l'insuffisance aortique non rhumatismale. Vous avez ici la sténose mitrale. Et enfin, ce qui m'intéresse moi plus particulièrement, l'insuffisance mitrale. Et vous voyez, dans tous les cas, il y a une augmentation qui est liée au vieillissement de la population, à l'augmentation des moyens qui sont alloués pour détecter les pathologies également, et peut-être à une progression du nombre de sujets atteints. Alors la valve mitrale, elle vous est représentée ici en échographie, ça ne marche pas bien malheureusement. Donc ici vous avez l'oreillette gauche et le ventricule gauche, donc c'est la soupape d'admission pour aller dans le ventricule gauche qui finalement est la pompe principale du cœur. C'est vraiment la pompe qui va alimenter l'organisme. Et donc cette valve, elle est formée de deux feuillets, le feuillet ici antérieur et le feuillet postérieur, et quand elle s'ouvre, le sang passe. Et là vous aviez une image tridimensionnelle, mais visiblement ça ne marche pas très bien, je suis désolé. Eh bien, cette valve mitrale, elle tire son nom de la mitre des évêques. Je ne peux rien, c'est comme ça. Et ce nom a été donné par un célèbre anatomiste de la Renaissance qui s'appelle Andreas Vesalius, ou Vesal en français, qui a vécu au XVIe siècle, qui travaillait à Padoue. Il était médecin de Charles Quint, anatomiste, et il a publié un recueil de données anatomiques, et il a décrit notamment la valve mitrale. Et comme il y avait deux feuillets sur cette valve mitrale, il a trouvé que ça ressemblait à la mitre des évêques. Et c'est pour cela qu'il lui a donné le nom de valve mitrale. Alors, qu'est-ce que c'est que le prolapsus valvulaire mitral? Eh bien, regardez ces deux vidéos qui s'arrêtent, évidemment. Mais si vous avez regardé ça, c'était la valve mitrale normale. Et celle-ci, c'est la valve mitrale anormale. En fait, la valve mitrale va se fermer de façon anormale
anormalement haut dans le thorax, elle va se fermer dans l'oreillette gauche. C'est ce qu'on appelle un prolapsus. Le prolapsus, c'est le déplacement de la position d'un organe dans une position qui est anormale. Donc ça peut être vers le bas ou dans le cœur, ça peut être vers le haut, en l'occurrence pour la valve mitrale. Et comme elle se déplace en fermeture vers le haut, elle peut devenir perméable, donc elle peut laisser passer du sang qui va revenir en arrière et elle peut entraîner, ce prolapsus, il peut entraîner un certain nombre de problèmes sur lesquels je vais revenir. Alors, quelle est la prévalence du prolapsus valvulaire mitral, PVM? C'est une maladie valvulaire qui est très fréquente en fait dans la population générale. Donc, il est assez probable que certains d'entre nous aient au moins une petite atteinte valvulaire mitrale dans cette salle. Et la prévalence a été rapportée dans une grande étude qui est l'étude Framingham à 2,4% en moyenne, un peu plus chez les femmes que chez les hommes, mais en moyenne c'est 2,4% dans une population d'origine occidentale. Donc Framingham, qu'est-ce que c'est? C'est un petit comté ici, près de Boston. Boston est ici, donc sur la côte est des États-Unis. Et Framingham, c'est la particularité, c'est que depuis les années 60, il y a des études épidémiologiques qui sont réalisées sur quasiment toute la population qui est volontaire, qui participe volontairement à ces études épidémiologiques. Il y a eu des études épidémiologiques sur le tabac, etc. Les facteurs de risque cardiovasculaire classiques ont été décrits de cette manière. Et puis, ils ont fait cette étude épidémiologique en échographie, vous voyez, en examinant presque 3500 personnes qui étaient volontaires. Et ils ont trouvé donc ce taux de prolapsus valvulaire mitral. Cette étude a été répétée au Canada avec des personnes qui étaient originaires de différentes parties du monde, donc l'Asie du Sud, la Chine ou origine européenne. Et vous voyez qu'à peu près le taux de cette maladie valvulaire mitrale est de 2,4% en moyenne sur l'ensemble des ethnies. On n'est pas tout à fait sûr que ça soit vrai pour toutes les ethnies à travers le monde, mais en tout cas, sur celle-là, ça semblait tout à fait clair. Alors là, c'est un tout petit peu plus complexe. On considère qu'il y a classiquement deux types de prolapsus valvulaires mitraux. J'espère que je ne vous perds pas. La maladie de Barlow, qui est quelque chose qui se développe chez les sujets relativement jeunes, assez précocement dans la vie, et qui va petit à petit s'aggraver au cours de la vie. Vous voyez que les valves ici sont très épaisses et anormalement longues, et elles vont donner un prolapsus des deux valves. Donc ça, c'est assez précoce dans la vie. Ça a été décrit il y a longtemps, pas si longtemps que ça, l'année de ma naissance en réalité, dans les années 60-70. Le deuxième type de prolapsus, c'est la dégénérescence fibroélastique que les anglo-saxons appellent FED, pour Fibroelastic Deficiency. Et vous voyez que la valve n'a rien à voir, elle est très fine, elle est translucide par rapport à celle-là qui ne laisse pas passer la lumière. Celle-ci est translucide. Et ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un segment qui est anormal, avec en général des cordages qui vont se rompre. Et comme les cordages se rompent, il va y avoir une fuite. Donc qu'est-ce que c'est que les cordages sur la valve mitrale? Eh bien, imaginez-vous, c'est comme les cordes d'un parachute, c'est la même chose. Et ces cordes des parachutes ou de la valve mitrale, elles sont rattachées dans la pompe principale du cœur, c'est-à-dire dans le ventricule gauche, et elles retiennent la valve mitrale. Donc vous comprenez très bien que s'il y a une corde, un cordage qui se rompt, vous allez avoir une éversion d'un feuillet, d'une valvule, une perte de contact et donc une fuite avec du sang qui va revenir en arrière dans l'oreillette. Quelles sont les complications du prolapsus? C'est la fuite mitrale, vous avez compris, je viens de vous en parler. Voici un exemple, vous avez vu, même si ça s'arrête. Ici, vous aviez le ventricule gauche, l'oreillette gauche, et puis toute la couleur que vous avez vue dans l'oreillette, c'est du sang qui revient en arrière. Et ça, c'est une fuite mitrale sévère. Quand on a une fuite mitrale sévère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre pompe cardiaque, votre ventricule gauche, il est obligé de faire le double du travail normal, puisque vous allez avoir à peu près 50% du sang qu'il éjecte qui revient en arrière vers la circulation pulmonaire et 50% qui va en avant. Et donc, ça va fatiguer le ventricule gauche et vous allez pouvoir développer de l'insuffisance cardiaque, qui est illustrée par ce petit graphique. Cela peut favoriser également les troubles du rythme. Ça, c'est un trouble du rythme, le cœur qui bat très vite ici chez un patient.
Cela peut favoriser, notamment le trouble du rythme, la formation d'un caillot sanguin qui peut migrer dans l'organisme. C'est jamais très bon, vous imaginez. Rarement, on peut avoir une infection de cette valve parce qu'elle est trop épaisse, elle n'est pas normale, et donc c'est un point où peut se fixer un microbe qui passe dans l'organisme. Et puis très rarement, il peut y avoir, ça a été décrit plus récemment, des décès subis chez des patients qui ont des prolapsus valvulaires mitraux très marqués. C'est très rare, mais il semblerait qu'il y ait une toute petite augmentation de risque. Alors, je vous ai dit qu'il peut y avoir une évolution vers l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le ventricule gauche qui est représenté ici, vous voyez, ce qui est en noir ici, c'est la paroi du ventricule gauche, donc de la pompe du cœur. Ce sont des images IRM. Vous avez 4 images d'IRM en coupes différentes. Et ce qui est blanc, indiqué par une flèche, à l'intérieur du muscle cardiaque, c'est de la fibrose. Ça veut dire que ce muscle qui travaille trop, il va subir un phénomène de transformation qui est délétère, avec une perte de cellules contractiles. Et ces cellules contractiles, elles sont remplacées, c'est une perte définitive des cellules contractiles, elles sont remplacées par du tissu fibreux. Vous imaginez bien que ça ne va pas aider le ventricule à fonctionner. Et vous voyez, plus, c'est ce qu'on avait montré, nous, dans un travail publié il y a quelques années, plus la fuite mitrale est sévère, plus vous allez avoir de fibrose. Ici, plus d'un tiers des patients ont de la fibrose myocardique qui est très visible. Mais vous voyez que même avec peu de fuite mitrale, ici c'est une fuite qui est à l'état de trace ou minime, mild, eh bien il y a déjà quand même 13% de patients qui peuvent avoir un peu de fibrose à cause des anomalies de fonctionnement de la valve mitrale qui va entraîner, qui va interférer avec le ventricule. Alors, quels sont les symptômes que l'on peut avoir à cause de cette fuite mitrale sur un prolapsus? L'essoufflement, ce qu'on appelle la dyspnée en termes médicaux, donc essoufflement anormal, pas quand vous faites un énorme effort, bien entendu, mais ce sont des gens qui vont venir nous voir parce qu'en montant 2 étages, ils sont essoufflés. On peut avoir des palpitations, donc ça fait pas mal, contrairement à ce que pourrait laisser penser cette image, c'est simplement qu'on sent un battement anormal dans son cœur. Alors un battement, une fois de temps en temps, c'est tout à fait banal, ne vous inquiétez pas. Mais si ça devient très fréquent, eh bien, il faut quand même consulter. Et puis de temps en temps, le cœur peut s'emballer. C'est ce que je vous ai montré sur l'électro. Et puis, on peut avoir une fatigue inhabituelle, se sentir fatigué en permanence. Ce n'est pas la fatigue exceptionnelle qui compte, c'est vraiment la fatigue inhabituelle et qui se prolonge dans le temps. Et donc ça peut faire penser à un problème cardiaque, ça peut être d'autres choses. Le Covid, ça donnait des fatigues inhabituelles. On a vu plein de gens, d'ailleurs, après le Covid, qui venaient nous voir, est-ce que je n'ai pas un problème cardiaque? Vous avez fait le Covid quand? Eh bien, il y a 2 mois. Et depuis quand êtes-vous fatigué? Depuis 2 mois, voilà. Donc, ce sont des symptômes, mais ce ne sont pas des symptômes qui sont uniquement liés à un problème cardiaque. Si jamais le patient n'a pas de symptômes, mais une fuite mitrale sévère, on sera amené à faire ce qu'on appelle un test d'effort pour s'assurer qu'il n'y a pas de symptômes masqués. C'est très fréquent parce qu'on peut s'habituer au fait qu'on a cette fuite mitrale, réduire ses activités et finalement penser que tout va bien, alors même que l'on a déjà une altération ou un retentissement de la fuite mitrale sur le fonctionnement de l'organisme. Alors, une autre notion maintenant, ça c'est une étude qui a été faite aux États-Unis il y a une quarantaine d'années, vous voyez, il y a eu même 2 travaux, et les auteurs se sont intéressés à des patients qui avaient un prolapsus valvulaire mitral. Ils en ont recruté 45, c'est pas beaucoup, nous on en a recruté 2000 par exemple, mais ils ont étudié les apparentés au premier degré, tous ceux qui ont bien voulu venir, et ils ont étudié 179 apparentés au premier degré. Et ils ont trouvé que parmi ces patients, eh bien, vous voyez, il y avait 54 sur 179 qui avaient du prolapsus, c'est-à-dire des apparentés qui pensaient ne rien avoir, qui étaient apparentés à quelqu'un qui avait un prolapsus, donc des frères et sœurs, parents ou enfants, eh bien, vous avez à peu près un tiers en plus de ces 45 qui avaient un prolapsus. C'est un peu plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, un peu plus fréquent également chez les adultes que chez les enfants, mais parce que les signes chez l'enfant peuvent être très discrets, d'une part, et d'autre part, c'est quelque chose qui peut se développer au cours de la vie. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? Si on peut le retrouver dans la famille, ça signifie que c'est probablement une maladie familiale,
probablement une maladie transmissible et probablement d'origine génétique. Alors voici un exemple d'une famille du coin. On avait vu les enfants d'abord, petit à petit, tous les enfants. Donc là, vous avez 5 enfants qui ont des prolapsus valvulaires mitrales, dont 3 qu'on a fait opérer, une chirurgie de la valve mitrale. Et puis, on se dit, bon, ce serait bien de voir les parents, qui étaient déjà âgés, 85 ans à peu près à l'époque. Et on a vu les 2 parents, et ils avaient tous les 2 du prolapsus mitral, mais ils n'en savaient rien. C'était une forme minime tous les 2. Mais le problème, c'est que ça s'est additionné pour avoir un effet synergique sur le développement du prolapsus valvulaire mitral chez leurs enfants, ce qui explique que tous les enfants étaient atteints. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a probablement un facteur génétique qui venait à la fois de la maman et du papa, qui, au lieu de s'annuler ou d'avoir un effet très modeste, s'est additionné et a donné cet aspect ou cette atteinte importante chez tous les enfants. Alors la génétique, très simplement, on a 23 paires de chromosomes chez l'homme. Ce n'est pas du tout identique dans les différentes espèces animales, ni chez les plantes, par exemple. On a environ 20 000 gènes. On n'est pas l'être vivant, y compris le végétal, qui avons le plus de gènes. Il y a certaines herbes qui ont plus de gènes que nous. Ne me demandez pas pourquoi. Elles sont peut-être plus intelligentes que nous. Et le séquençage du premier génome, c'est-à-dire de l'ensemble des gènes d'un individu, s'est fait en 2001. C'était hier. Vous savez combien ça a coûté en 2001 ? Vous avez un ordre de prix, une idée du prix que ça a pu coûter? C'est en millions, oui. Personne ne dit mieux. Qui dit mieux? Combien de millions? 100 millions pour monsieur. Qui dit mieux? C'est plus. Qui dit mieux? Rapidement, parce que après Vivlin va dire que je prends trop de temps. Encore plus. Encore plus. Allez, 1 milliard. Ça a coûté 1 milliard de dollars pour faire le séquençage du premier génome. 1 milliard de dollars. C'était monstrueux à l'époque. On n'avait pas les techniques que l'on a maintenant. Actuellement, on peut faire ça dans des séries de recherche, etc., pour à peu près 300 €. Heureusement, hein, sinon ça vous ferait peur de débourser. Voilà, c'était juste pour vous donner 2 informations. Alors, quand on fait de la génétique, on peut avoir soit ce qu'on appelle un variant génétique causal, un variant rare qui va donner la maladie. Vous connaissez, par exemple, l'hémophilie, c'est lié à une anomalie sur un gène, en général, qui donne l'hémophilie. C'est un exemple. Ou alors, vous pouvez avoir de multiples variants, c'est-à-dire toutes les variations qui font que vous êtes vous, ou que je suis moi, et qu'on est tous différents les uns des autres, mais il peut y avoir des variants qui s'additionnent pour donner des petites anomalies banales ou un peu moins banales, comme le prolapsus valvulaire mitral. Et donc, il y a les 2 possibilités. Et entre les 2, parce que c'est caricatural, vous pouvez avoir tous les intermèdes, c'est-à-dire vous pouvez avoir des variants à effet intermédiaire associés à des variants rares, à des variants fréquents, pardon, etc. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut avoir 2 types d'approches de manière simpliste pour identifier les causes génétiques d'une maladie, que ce soit de prolapsus mitral ou autre, l'approche familiale ou l'approche de population. Vous allez voir que ce n'est pas du tout pareil. Et donc là, je vous raconte une petite histoire, une histoire vendéenne que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est une histoire vendéenne parce que c'est une famille de Vendée qu'on a pu recruter. Et vous voyez ici l'ancêtre commun qu'on a identifié par des recherches généalogiques est né le 27 janvier 1782. Et là, vous avez le certificat de naissance, et en accès libre, un certificat de naissance, hein, c'est l'état civil, qui date de 1813, de sa première fille, dont on sait qu'elle était porteuse du variant génétique anormal responsable de la maladie valvulaire mitrale. Cette histoire vendéenne, elle a débuté dans le service de cardiologie par mes collègues avant que j'arrive, parce qu'il y avait 2 cousins germains qui étaient hospitalisés en même temps dans le service, l'un avec une atteinte de la valve mitrale et l'autre avec une atteinte de la valve aortique, mais en même temps dans le même service. C'est des maladies des valves que l'on appelle dystrophiques. C'est-à-dire que c'est un prolapsus de la valve aortique et un prolapsus de la valve mitrale, respectivement. Et donc ça a fait tilt. Et mes collègues ont recherché les dossiers médicaux et ils ont réussi à reconstituer déjà ce premier arbre. Et chaque point noir, vous voyez ici, correspond à quelqu'un qui est atteint par la pathologie. Et puis on a continué
avec notamment les enquêtes généalogiques et puis d'autres éléments qui sont intervenus. Et on a reconstitué ce grand arbre généalogique avec ici l'ancêtre commun qui date de 1782 et toutes les générations ensuite. Et on a réuni plus de 300 personnes. Et la particularité, ce qui nous a permis d'avancer, c'est que cette maladie particulière du prolapsus dans cette famille est liée à l'atteinte du chromosome X. C'est pour ça qu'on a pu remonter aussi haut, aussi facilement. Et ça nous a permis aussi de réduire la zone génétique qu'il fallait analyser, puisqu'on était dans les années 2000 au départ, et que les techniques d'analyse génétique, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher. Et donc, on a identifié une cinquantaine de gènes potentiels dans cette zone. Et puis, Florence Kint, qui est chercheur aussi à l'Institut Thorax, qui avait lu la littérature, a dit « Ah, mais ce gène-là, qui s'appelle la phylamine A, c'est peut-être intéressant quand même, parce que ça donne ceci, ça donne cela, et donc il faudrait... » Et donc, on a été voir en particulier ce gène, et bingo, c'est là où il y avait une anomalie génétique, qui est cette anomalie avec un nom barbare, P637Q, ça veut dire vous transformez P en Q, enfin peu importe, en position 637, mais c'est ce qui explique l'anomalie génétique. Et on a pu ensuite revenir vers les patients. Donc c'est un travail à double sens. On identifie les patients, on les soigne, s'ils acceptent de participer à la recherche, on va vers la recherche fondamentale, la génétique, et ensuite on revient, une fois qu'on est identifié, vers les patients pour mieux comprendre la pathologie. Et donc on a pu publier deux travaux qui décrivent de manière assez exhaustive les caractéristiques du prolapsus valvulaire mitral, c'est la valve mitrale est ici, chez ces patients. Et également, plus récemment, on a montré qu'il y avait aussi des anomalies de la valve aortique qui étaient assez fréquentes. Je ne rentre pas dans les détails. Vous voyez, ceci dit, on a 65 patients qui avaient l'anomalie génétique et 97 apparentés qui n'avaient pas l'anomalie génétique. Et ceci sur plusieurs familles, puisque vous voyez qu'il y a plusieurs variations génétiques différentes. C'est grâce à une collaboration internationale que l'on a pu faire ça. Et donc là, on a pu décrire... Ah, ça revient au départ, ça c'est formidable. J'ai plus la main. On va attendre un petit peu, mais je vais continuer la présentation. C'est grâce à cela qu'on a pu décrire cette forme particulière de prolapsus valvulaire mitral. Alors, attendre que le programme réponde, fermer le programme. Je vais faire comme ça. Oui, moi, je n'ai pas la même chose. Mais ce n'est pas grave, je continue et puis on va avancer dès que ça va se représenter. Donc on a continué, on a fait d'autres travaux sur la génétique du prolapsus valvulaire mitral et par différentes méthodes, différentes équipes dans le monde ont pu identifier, en dehors du chromosome X où on avait trouvé la phylamine A, on a pu identifier 3 chromosomes différents sur lesquels il y avait une liaison entre la maladie de la valve et ce chromosome. Et depuis, on a identifié, en collaboration avec des équipes américaines, ça avance pas bien vite, 2 autres gènes responsables de prolapsus valvulaire mitral. Et là, ça va être plus difficile que je vous montre les images. Ah, ça y est, c'est reparti. Ah. Bon, on va faire fermer le programme. On a identifié donc avec des équipes américaines, puisqu'on a été amené à travailler en collaboration avec notamment une équipe américaine de Boston, qui est très impliquée également dans le prolapsus valvulaire mitral, identifier 2 gènes, et qui sont des gènes qui donnent dans des familles, avec quelques familles qu'on a rajoutées, qui sont des familles de Nantes. Alors je vais essayer d'aller vite s'il veut bien. On a pu trouver 2 gènes, peu importe leur nom, ça DISIP1 ou DISIP1 et DEXUS1, peu importe. Mais on a pu identifier d'autres prolapsus valvulaires mitraux. Voilà, c'était ça que j'étais en train de discuter, qui étaient plutôt beaucoup plus habituels, maladie de Barlow. Vous voyez ici un ensemble de familles avec les ronds ou les carrés noirs qui correspondent au sujet atteint. Et puis on a fait des études plus fondamentales, des études chez la souris, pour bien caractériser ces gènes. Mais ça ne représente qu'une petite partie des causes génétiques ou des causes du prolapsus mitral. En fait, quand on étudie une population de patients qui a un prolapsus valvulaire mitral, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une cause génétique qu'on a identifiée.
Et donc, c'est là où on va se tourner vers la deuxième type d'approche génétique que l'on appelle la GWAS. C'est pour Genome Wide Association Study. En français, c'est l'étude d'association pangénomique. Donc, on étudie tout le génome et on essaye de voir s'il y a des petites anomalies géniques qui sont associées avec la maladie. Ça peut être la maladie, mais ça peut être avec la taille, ça peut être avec l'obésité, ça peut être avec le diabète, ça peut être avec plein de choses. Vous voyez, ceci, ça avait été fait d'abord, j'ai plus de laser, ça avait été fait tout d'abord chez le chien, et notamment chez les chiens de petite taille, qui sont représentés ici dans l'arbre des chiens. Tous les points rouges, ce sont des chiens de petite taille, et tous les chiens de petite taille, globalement, ils sont à risque de développer des maladies des valves, et en particulier de la valve mitrale. Et ils avaient trouvé certains marqueurs génétiques associés. Et donc, on a fait ça également chez l'homme, voilà, en collaboration, bien sûr, avec des équipes françaises, américaines, espagnoles, canadiennes, notamment. On a réussi à réunir presque 5000 patients qui avaient du prolapsus, qui avaient accepté de participer à la recherche, plus de 400 000 témoins, ça c'est des bases de données internationales, et on a identifié un certain nombre de facteurs géniques associés, notamment des gènes d'une voie qu'on appelle la voie du TGF-bêta, ça ne vous dira rien, mais c'est une voie importante dans le développement des tissus, dans la fibrose des tissus, des gènes qui sont impliqués dans le développement de cardiopathie, donc de pathologie du ventricule gauche, et des gènes qui sont impliqués dans le cytosquelette des cellules. Qu'est-ce que c'est un cytosquelette de cellules? Ce sont des protéines qui donnent la conformation cellulaire, qui maintiennent la conformation cellulaire. Quand on a trouvé des anomalies, et c'est par exemple génétique, comme pour la filamina par exemple, si j'arrive à avoir la main, eh bien on essaye d'expliquer pourquoi cette anomalie génétique peut engendrer une maladie. Donc vous voyez, je vous ai parlé de la filamina tout à l'heure. Ici, c'est la filamina, ce sont des cellules qui ont la filamina normale. Ici, ce sont des cellules qui ont une filamina qui a été mutée volontairement avec cette mutation, ce variant pathogène. Et ici, des cellules qui ont le variant de la famille vendéenne dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a créé ces cellules en injectant l'anomalie génétique. Eh bien, vous voyez, vous avez vu peut-être que les cellules saines, ici, elles confluent de façon tout à fait normale. Et les cellules malades, elles ne veulent pas montrer ce qu'elles font. Mais les cellules malades, elles ne bougent pas, mais elles bougent très peu en fait. Déjà, vous voyez que la morphologie n'est pas la même, mais elles bougent très peu, elles migrent très peu. Et vous comprenez très bien que si elles ont du mal à migrer pour former les tissus, ça peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de ces tissus. Plus récemment, on a développé un modèle de rat avec cette anomalie génétique. Donc on est parti de l'homme, on a fait des cellules, on a fait des rats, et cela nous permet, notamment Romain Capoulade qui a développé ces travaux, d'étudier les anomalies des valves plus facilement que chez les êtres humains, en échographie, donc au niveau de la valve mitrale et aortique, de faire du microscanner ici et de faire de l'histologie, et puis en même temps de faire des études sur les tissus de l'expression des gènes dans les tissus. Et on a vu qu'il y avait des différences d'expression qui étaient très importantes. Je n'entrerai pas dans les détails non plus. J'ai presque terminé parce que ça va aller. Il me l'a pris un quart d'heure au début, alors forcément on est en retard maintenant. Alors le traitement du prolapsus valvulaire mitral, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une surveillance simple. La majorité des prolapsus valvulaires mitraux sont bénins. C'est une surveillance quand même cardiologique qui va être tous les 5 ans, tous les 3 ans, tous les ans, ça dépend un petit peu de la présentation. Surveillance simple. On peut quelquefois mettre des médicaments pour traiter tel ou tel aspect ou telle conséquence du prolapsus. On peut avoir des troubles du rythme, et donc là on peut les traiter par des médicaments ou par des techniques interventionnelles de rythmologie. Quand il y a une fuite sévère, on peut être amené à faire une chirurgie cardiaque. Vous voyez, ici vous avez la valve en chirurgie cardiaque qui a été réparée. Vous voyez cet anneau là derrière et qui fonctionne très bien maintenant, et le patient va bien aussi. Et puis, plus récemment, ont été développées des techniques interventionnelles. Je vous ai mis ici le cœur humain, avec, vous voyez, ces vaisseaux, en bleu les veines et en rouge les artères, c'est-à-dire qu'on peut piquer dans une veine ou une artère périphérique, en particulier au niveau de la cuisse ici, les veines et les artères sont grosses, et on peut monter jusqu'au niveau du cœur et aller mettre une sorte d'une petite pince, un petit clip sur la valve mitrale pour la réparer, sans ouvrir le thorax,
Alors, c'est réservé à certains patients qui sont contre-indiqués à la chirurgie cardiaque, qui ont des pathologies sévères, chez qui on sait que le risque de chirurgie cardiaque est très important parce qu'on n'a pas le recul suffisant et que ça ne donne pas d'aussi bons résultats anatomiques que la chirurgie cardiaque. Donc la chirurgie cardiaque, pour les gens qui vont plutôt bien en dehors de ce problème, reste le premier traitement de la fuite mitrale sévère. Mais on avance. Est-ce qu'il y a des âmes sensibles ici dans la salle? S'il y a des âmes sensibles, vous fermez les yeux. Mais ceci dit, peut-être que ça ne va pas marcher. Donc comme ça sera réglé. Alors, attendez, je pense qu'il faut que j'enlève le pointeur laser. Et voilà. Donc ce que vous voyez là, c'est une vidéo de chirurgie mini-invasive. Vous avez vu les poumons. Là, on ouvre le péricarde pour aller vers le cœur. Vous voyez le cœur ici. Voilà. Là, on est en train de dévier le sang. On arrive sur la valve mitrale ici. Et le chirurgien est en train de réparer la valve mitrale. Il y avait un cordage qui était rompu. Le petit truc que vous voyez, c'était cordage rompu. Ici, il a mis un espèce de panier pour bien voir les cordages. Vous avez vu tous ces cordages comme un parachute qui retiennent la valve. Ils sont très nombreux. Il a mis un nouveau cordage qui est fait en Gore-Tex. Même chose que les anoraks pour le sport d'hiver ou quand il fait très froid. C'est très résistant. Ça tient plus longtemps que nous. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que ça, c'est de la chirurgie mini-invasive. Classiquement, la chirurgie cardiaque, ça se fait en ouvrant ici. C'est la voie classique et c'est ce qui est fait dans la plupart des centres en France. À l'Institut Thorax et dans quelques centres en France et dans le monde, on a développé la chirurgie cardiaque mini-invasive avec des nombres croissants de patients. Il faut que je remette le pointeur laser, mais vous voyez qu'on avait... En 2021, ça ne marche pas. En 2021, il y avait quarantaine de personnes. En 2022, 110. Et en 2023, 160, 170. Cette année, on est plutôt sur 200 patients opérés de cette manière-là. Ça marche pour la valve mitrale. C'est plus compliqué pour d'autres valves ou pour d'autres gestes. Ça ne marche pas pour les pontages coronariens. Donc, ce n'est pas pour tout. Mais c'est quand même une chirurgie qui est beaucoup moins invasive. Vous avez 3 petits trous sur le côté, là. Et on vous répare votre valve de cette manière-là. Donc vous vous remettez beaucoup plus vite et c'est quand même un gros avantage. Donc vous voyez, c'est à la fois le meilleur de la recherche clinique et fondamentale et le meilleur de la prise en charge médicale. Donc pour conclure, les valves elles sont connues depuis la Renaissance. Vous verrez que Romain vous le dira aussi pour la valve aortique. Les valves et les maladies des valves et les valvulopathies sont en cours d'exploration. On a encore de nombreux progrès à faire, notamment à l'Institut Thorax, mais on a déjà découvert de nombreuses choses. Et une des forces de l'Institut Thorax, c'est le caractère translationnel dont on vous témoigne aujourd'hui, puisqu'il y a un chercheur et un clinicien. Et donc, si vous n'êtes pas bien, très essoufflé, et que vous venez nous voir à l'hôpital, on fera vos examens pour votre prise en charge clinique. On vous demandera si vous voulez participer à la recherche. C'est libre. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. On aime bien quand vous dites oui, mais si vous dites non, on ne vous en voudra pas. On vous traitera aussi bien. On va vous prendre en charge et vous ressortirez comme ceci, donc encore mieux qu'avant, plus jeune presque. Dans la majorité des cas, bien entendu, on essaye de faire notre possible, mais on ne peut pas faire l'impossible. Et puis en parallèle, les données, si vous avez été d'accord pour participer à la recherche, elles sont utilisées pour la recherche, que ce soit à l'hôpital ou au centre de recherche. Et les données les résultats de cette recherche sont réappliqués aux patients pour mieux comprendre la maladie, pour trouver des traitements et mieux prendre en charge ces patients. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'on fait les questions maintenant ou à la fin? À la fin. Bon, pas de questions. Et là, toutes les équipes, à la fois, alors il n'y a pas tous les noms, mais les équipes avec qui on collabore en France, à l'étranger, et les gens de l'Institut Thorax, notamment certains ou certaines qui se reconnaîtront peut-être, qui travaillent au quotidien avec nous pour tous ces travaux que l'on fait. Donc, bonsoir à tous. Donc, on change d'orateur, on change d'accent aussi, vous avez vu. C'est la joie de l'Institut du Thorax. On arrive de différents horizons.
Donc moi, je m'appelle Romain Capoulade, je suis donc chercheur INSERM à l'Institut du Thorax. Je travaille sur les maladies valvulaires cardiaques. Je fais partie de l'équipe 1 de l'Institut, donc sur la génétique humaine. Et donc aujourd'hui, l'idée c'était plutôt de vous parler d'une des valves et d'une pathologie particulière de cette valve-là, qui est donc la valve aortique. Je ne vais pas redire tout ce que Thierry vous a déjà présenté. Donc c'est la valve entre le ventricule gauche et l'aorte. Et cette valve-là, elle a une particularité, c'est qu'elle a tendance à se sténoser. Vous voyez ici une valve normale, on va dire saine, et ici une valve sténosée qui est bien remodelée avec une apparition de calcium qui va raidir l'ouverture. On va empêcher en fait la valve qui normalement est un clapet qui s'ouvre, qui est assez flexible. Mais là, le calcium va rigidifier la valve et empêcher son ouverture normale. Donc la première description de la valve aortique, elle a été faite là aussi au XVIe siècle par Leonardo da Vinci. Vous voyez le petit croquis qu'il avait réalisé, qui remontre bien les 3 valvules de la valve aortique. C'est assez intéressant, donc c'est des séries autopsiques à ce moment-là, il n'y avait pas d'imagerie. Mais ce qui est encore un peu plus intéressant, c'est que sur le même croquis, il avait représenté la valve aortique ici avec le flux sanguin et il avait modélisé des flux sanguins turbulents après le passage de la valve aortique. Et maintenant, finalement, 500 ans plus tard, avec un peu d'imagerie de l'IRM ici, dans ce cas-là, on voit ici donc la valve aortique. Et ici, vous voyez la valve aortique avec le flux sanguin qui passe à travers la valve. Et on voit bien tout le flux turbulent, les vortex qui se créent après le passage de la valve. Donc il y en avait un qui avait identifié ça, M. Da Vinci, 500 ans plus tôt. Il a fallu attendre quelques années pour pouvoir valider tout ce qu'il avait montré. Donc, d'un point de vue épidémiologique, donc Thierry vous a déjà parlé pas mal de l'épidémiologie des valvulopathies. Si on regarde un peu plus spécifiquement la pathologie de la sténose aortique, c'est environ 3% de la population de plus de 65 ans. Donc c'est une pathologie qui se développe avec l'âge, plutôt chez les sujets âgés. Et lorsqu'on regarde la prévalence dans le monde, c'est plutôt les pays de l'hémisphère nord, certainement dû aussi à l'espérance de vie qui est plus importante dans les pays de l'hémisphère nord que de l'hémisphère sud, mais aussi nos habitudes de vie qui sont aussi différentes et qui peuvent participer au développement de la pathologie. On va en parler un petit peu plus tard. Avec le vieillissement de la population, on s'attend à ce que le nombre de patients présentant cette pathologie double dans les 20 prochaines années. Donc c'est vraiment une maladie d'intérêt sur laquelle, plus les années vont passer, plus on va avoir de patients présentant ces pathologies, donc un intérêt vraiment médical pour essayer de mieux comprendre cette pathologie et essayer de la traiter de façon la plus efficace possible. Pour vous présenter un petit peu les caractéristiques cliniques, donc c'est une maladie qui est progressive, qui se caractérise par une calcification des feuillets, on l'a déjà vu, vous voyez ici une valve normale qui s'ouvre comme il faut. On a le premier stade qui est un stade de sclérose, où on a les premiers spots de calcium, donc de la calcification qui apparaît sur les feuillets, mais il n'y a pas de modification d'ouverture. Donc jusque-là, on va dire tout va bien. Et petit à petit, ce calcium, cette calcification va progresser sur les feuillets et va entraîner les défauts d'ouverture. On voit que l'orifice pour que le sang passe diminue considérablement, plus la valve se calcifie. En échocardiographie, voilà ce que ça donne quand on voit ici une valve normale, avec les 3 feuillets qui s'ouvrent, ça fait un petit peu le signe de Mercedes. Et vous voyez qu'ici, le signe de Mercedes, il est un peu moins bien visible, c'est beaucoup plus blanc. Le blanc, c'est le calcium. Et on voit que le petit orifice qui reste là, comparativement à l'ouverture quasiment complète de la valve ici, est très très réduit. Sauf que le cœur a besoin d'éjecter la même quantité de sang dans un orifice beaucoup plus petit, donc il va falloir qu'il travaille beaucoup plus. C'est un peu le concept du tuyau d'arrosage. Si vous appuyez sur le bout du tuyau d'arrosage, le trou est plus petit, le jet va être plus fort et le tuyau il va gonfler à l'arrière. Le cœur, c'est la même chose, il va falloir qu'il génère beaucoup plus de force pour éjecter la même quantité de sang. Lorsqu'on regarde l'histoire naturelle de la maladie, donc on en a déjà évoqué tout ça, c'est une progression donc lente, une période asymptomatique, on passe de la sclérose vers la sténose. Et le point un petit peu central, c'est l'apparition des symptômes.
Thierry a déjà évoqué tous les symptômes liés aux maladies valvulaires. C'est grosso modo les mêmes sur la valve mitrale que sur la valve aortique. Et on voit qu'ici, dès que les symptômes apparaissent et qu'on a une pathologie sévère diagnostiquée, on a la survie qui est significativement impactée sans traitement. D'où il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser le patient avec sa maladie sévère et ses symptômes comme ça. Quel traitement pour la maladie valvulaire aortique? Il n'y a pas de traitement médical en tant que tel, ni pharmacologique. La seule option, et Thierry l'a évoqué aussi en fin de présentation, c'est le remplacement valvulaire aortique. En gros, dans le monde, il y a à peu près 300 000 remplacements valvulaires à l'heure actuelle qui sont réalisés. Comme je vous dis, la prévalence de la maladie va augmenter dans les années qui viennent. Le nombre de remplacements valvulaires, en conséquence, va lui aussi augmenter. Deux approches principales pour le remplacement de la valve aortique. Une approche chirurgicale à cœur ouvert, donc sternotomie, on ouvre le sternum, on arrête le cœur, on remplace la valve et par une prothèse qui peut être soit mécanique, soit une prothèse dite biologique, avec du tissu biologique ici, d'origine animale. À l'heure actuelle, on pose beaucoup de prothèses biologiques et très peu de prothèses mécaniques. Ou ensuite, une nouvelle technique que j'appelais par voie endovasculaire ou percutanée. C'est un peu la même chose que le clip, la petite pince à linge que Thierry vous a montré sur la valve mitrale. Là, c'est des prothèses qu'on peut implanter par voie vasculaire, par les vaisseaux. On passe souvent par les vaisseaux donc de la fémorale au niveau de la cuisse. On remonte jusqu'au cœur et on vient déployer une nouvelle valve. On n'enlève pas la valve malade, on vient déployer une nouvelle valve à l'intérieur qui va ensuite faire la fonction attendue. Donc en termes d'histoire naturelle, on a vraiment cette évolution constante, on va dire, et progressive de la calcification qui, à un moment donné, lorsque la sténose aortique est sévère et symptomatique, va nécessiter la chirurgie cardiaque avec l'implantation principalement de bioprothèses chirurgicales ou percutanées. L'objectif des travaux de recherche, plus côté labo, c'est vraiment de comprendre les mécanismes qui vont entraîner cette calcification de la valve et sa progression dans le temps, afin d'identifier des cibles thérapeutiques, qu'on puisse développer finalement un médicament pour traiter cette maladie-là. L'objectif, in fine, de traiter, c'est bien, mais c'est surtout de modifier la prise en charge des patients et éviter ou retarder le recours à la chirurgie cardiaque. Le problème, et c'est comme je pense toutes les pathologies, c'est que la sténose aortique, ça reste une maladie complexe et multifactorielle. Il y a maintenant un peu plus de 20 ans, il y a des études épidémiologiques qui ont rapporté que les facteurs de risque cardiovasculaires classiques, l'obésité, l'hypertension, le fait de fumer, l'insuffisance rénale, l'hypercholestérolémie, etc., étaient associés à un développement de la calcification de la valve. Donc, agir sur ces facteurs de risque-là est important pour essayer de limiter le développement et l'évolution de la pathologie. Ensuite, il y a beaucoup d'études au cours des 20 dernières années qui ont été réalisées pour essayer de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques qui vont entraîner le passage d'une valve normale ici à une valve avec de la calcification qui va être plus rigide. Je ne vais bien sûr pas rentrer dans tous les détails de ces mécanismes, ce n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui, mais je voudrais juste faire un petit focus sur cette partie ici, où il a été rapporté dans de nombreuses études un effet très important du cholestérol, des lipides, et aussi ce cholestérol qui rentre dans le tissu valvulaire va entraîner une inflammation avec un recrutement de cellules immunitaires. Et donc finalement, ce mécanisme-là lié aux lipides et à l'inflammation, au cholestérol et à l'inflammation, c'est quelque chose qui est très similaire de l'athérosclérose. Donc il y a autour des milieu des années 2000, fin des années 2000, beaucoup d'études montraient des similitudes entre l'athérosclérose, donc la maladie où dans les vaisseaux, on a de la plaque qui se dépose dans les vaisseaux, qui va réduire l'espace pour que le sang puisse circuler dans les vaisseaux, et la sténose aortique. Ce qui est encore d'intéressant, c'est que pour ce qui est de l'athérosclérose, on a déjà des traitements qui sont développés, donnés aux patients et qui fonctionnent très bien. Et particulièrement,
les traitements de type hypolipémiant qui vont permettre de diminuer le cholestérol sanguin et particulièrement le LDL cholestérol qui est le mauvais cholestérol. Et donc la question s'est posée de savoir si cet effet du traitement hypolipémiant pouvait être efficace dans un contexte de calcification de la valve. S'il y a beaucoup de similitudes, pourquoi pas transposer une médication d'une pathologie à une autre. Et donc, sur les 10 dernières années, il y a beaucoup de travaux qui se sont portés sur l'étude des lipides et plus particulièrement 2 cibles principales. Le LDL cholestérol, qu'on appelle couramment le mauvais cholestérol, et la lipoprotéine petit a, qui est une autre sorte de lipide, une autre lipoprotéine, qui a été associée depuis très longtemps au risque cardiovasculaire. Et là, il y en a des données, je vais vous présenter quelques données qui montrent que ça pourrait être un marqueur important dans le contexte de la calcification de la valve aortique. Donc commençons tout d'abord avec le LDL cholestérol. Le LDL cholestérol, en fait, il est régulé au niveau de l'organisme principalement par les cellules du foie, par le foie. Vous avez ici des récepteurs, c'est des capteurs, qui vont permettre de récupérer les lipoprotéines, le LDL cholestérol, l'internaliser dans la cellule hépatique, donc du foie, et entraîner sa dégradation. Par contre, dans un fonctionnement normal, on a le récepteur, en fait, il est remis à disposition pour réattraper une nouvelle particule de LDL et ainsi de suite. Ce mécanisme-là permet le maintien du taux circulant de LDL cholestérol. Et voilà maintenant une quinzaine d'années, une protéine, la protéine PCSK9. L'idée, ce n'est pas de rentrer forcément dans les détails de toutes les protéines, mais c'est une protéine très intéressante parce qu'elle est aussi produite, elle est représentée ici, elle est produite par les mêmes cellules du foie. Et lorsqu'elle vient se fixer sur la particule de LDL et son récepteur, elle va entraîner la dégradation de l'ensemble du complexe. Et donc, en fait, on perd la boucle où on a le recyclage du récepteur. Donc, on a moins de récepteurs disponibles pour capter le LDL cholestérol. Et donc, on a un LDL cholestérol sanguin qui va augmenter. Le point important ici, c'est qu'on a à l'heure actuelle maintenant des inhibiteurs de cette protéine, PCSK9, qui vont permettre de bloquer son action. Et donc, bloquer le fait que la protéine PCSK9 va se fixer à ce complexe et pouvoir maintenir ce recyclage des récepteurs. Donc, une approche potentiellement thérapeutique. Si on en vient au contexte des valvulopathies et particulièrement de la sténose aortique, il y a une étude génétique qu'on a réalisée maintenant il y a 4 ans qui s'attachait à regarder un variant génétique perte de fonction de PCSK9. Perte de fonction, ça veut dire que les patients qui ont cette modification dans le génome vont avoir une protéine PCSK9 qui fonctionne moins bien ou elle est moins présente. Donc un effet moins important de cette protéine-là. C'est comme finalement si elle était inhibée de façon génétique. Et donc en collectant plusieurs études, dont des cohortes qui avaient été recrutées ici à Nantes particulièrement d'ailleurs, et d'autres études à travers le monde. Donc ça fait une grosse cohorte de patients, 12 000 patients avec la sténose aortique et plus de 500 000 patients sans sténose aortique. Et on voit que les patients qui ont cette perte de fonction génétique au niveau de PCSK9 avaient un risque de développer la maladie qui était beaucoup plus faible, de l'ordre de 20%. Si on avait eu un 1, ici, là, on était à équivalent, donc pas d'effet. Là, de façon significative, on réduit le risque de développer la pathologie de 20%. Et donc ça a été à la base d'un projet de recherche qu'on a lancé, qu'on a initié à l'Institut du Thorax, qui a été donc le projet Picasso, qui a été financé via un appel à projet européen avec des collaborateurs canadiens, allemands et un collaborateur canadien. Ce n'est pas l'Europe, mais ils peuvent quand même appliquer au projet européen, avec l'objectif d'étudier quel mécanisme impliquait, comment PCSK9 pouvait entraîner cette calcification. Et pour faire ça, on a souvent, comme dans nos projets à l'Institut du Thorax, Thierry l'a dit un peu en conclusion, c'est des projets translationnels. On a de la clinique avec des données de patients, des patients qui ont été inclus, recrutés dans les projets de recherche.
On a du sang, on peut faire des analyses sanguines, voir les taux circulants de telle ou telle protéine et corréler ça avec les évolutions de la pathologie. On a des approches après plus de laboratoire, des approches précliniques. Là, on utilise souvent des modèles animaux. Ici, une souris chez qui on a invalidé le gène de PCSK9. Donc en fait, cette souris-là n'a pas du tout de PCSK9. Et puis on y a donné un petit régime occidental, on va dire. Alors ce n'était pas vraiment le sandwich qu'on leur donnait, mais c'est un peu la même chose, pour essayer de favoriser le développement de la maladie de la valve aortique et ensuite pouvoir comparer les souris qui avaient ou non la protéine d'intérêt, PCSK9, qui étaient ou non avec des habitudes de vie correctes, entre guillemets, ou non. Donc ça permet de faire des études comparatives à différents temps de la vie de la souris. Et ensuite des études ici in vitro, où là on part sur du travail plus cellulaire. Donc on récupère des cellules, soit des cellules provenant de l'animal, ça peut être aussi des cellules provenant de patients après une chirurgie, où on récupère le tissu valvulaire et on peut isoler les cellules. Et là, on va tester des mécanismes beaucoup plus précis pour essayer de comprendre pourquoi une cellule, elle va évoluer vers un profil qui va entraîner la calcification ou pas. Donc tout ce projet-là est encore en cours, on n'a pas les résultats définitifs, mais l'objectif vraiment était d'apporter l'évidence biologique qui pourrait supporter le bénéfice d'un traitement inhibant PCSK9 afin de prévenir la calcification de la sténose aortique. Le gros avantage, c'est que l'inhibiteur, il existe déjà, il est déjà disponible dans certaines conditions chez les patients en hypercholestérolémie familiale, par exemple. Donc, la transposition d'une pathologie à l'autre serait assez rapide, si nos résultats confirment un rôle important, bien sûr, de cette protéine-là. Pour ce qui est de la deuxième cible dont je vous ai parlé, la lipoprotéine petit a, cette lipoprotéine petit a, et pourquoi c'est une cible, c'était une étude qui a été réalisée en 2013 et publiée dans le New England Journal of Medicine, certainement le plus gros journal donnant des résultats de médecine dans le monde. Donc c'était la première analyse en population, c'est ce que vous a parlé tout à l'heure, Thierry tout à l'heure, les GWAS, Genome Wide Association Study, où on regarde l'ensemble des variants sur le génome humain et on compare des cas avec des contrôles, des patients avec la maladie, des patients, des contrôles sur le coup qui n'ont pas la maladie. Et comme on le voit ici, on a un petit point qui représente un variant qui était significativement plus présent chez les patients avec la sténose aortique que chez les contrôles. De façon assez intéressante, ce polymorphisme, ce variant, se situait au niveau du gène LPA, et ce variant-là était associé à un taux circulant de la lipoprotéine petit a plus élevé. Donc en fait, ça liait bien la lipoprotéine petit a avec la maladie, la sténose aortique. Le problème, entre guillemets, de ces approches-là, c'est qu'on est sur une comparaison de patients avec une maladie avec des patients contrôle. Donc on est sur de l'incidence, le développement, l'initiation de la maladie. Bien sûr, pour développer un traitement médical qui serait applicable en clinique, on ne peut pas traiter une incidence de pathologie. Ça voudrait dire qu'il faudrait traiter tous les patients pour essayer de prévenir les 3% de sténose aortique qui se développent chez les patients de plus de 65 ans. Donc vous voyez, on ne peut pas traiter une population entière pour prévenir finalement si peu de cas. L'objectif, c'est plutôt de traiter des patients qui ont déjà la maladie pour essayer de bloquer l'évolution. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons réalisé une étude, cette fois-ci uniquement chez des patients qui avaient déjà la maladie, et on regardait l'évolution dans le temps. Et donc, on comparait des patients qui avaient des taux de lipoprotéine petit a élevés, donc dans le tiers supérieur, versus en comparant sur les taux les plus faibles. Et là, c'est l'évolution de la maladie, la progression. On voit qu'il y a en gros 50% d'évolution, donc une évolution beaucoup plus rapide chez ceux qui ont des taux circulants de lipoprotéine petit a importants. Et c'était aussi assez intéressant parce que les patients qui avaient beaucoup de lipoprotéine petit a en circulation avaient un risque d'environ 2 fois plus élevé de subir une chirurgie valvulaire aortique. Donc on avait une évolution de la pathologie qui se traduisait par une chirurgie cardiaque. Donc là, ça a lancé énormément de travaux sur le rôle de la lipoprotéine petit a dans le
et son impact sur les mécanismes physiopathologiques. Je vous présente ici juste une étude, il y en a eu énormément là, sur les 5-6 dernières années. C'est une étude sur un modèle animal qui a permis de confirmer, là aussi, que les patients qui avaient certaines modifications génétiques induites chez la souris développaient ou non la calcification de la valve aortique. Il y a beaucoup d'études in vitro aussi, donc sur les cellules, qui ont permis d'identifier les mécanismes, pourquoi la lipoprotéine petit a est associée à la calcification et modifie le phénotype des cellules. Ce qui est assez intéressant, surtout aujourd'hui dans le contexte de cette conférence, c'est qu'à l'heure actuelle, voilà, maintenant quelques mois, il y a une étude randomisée à double insu qui a été lancée pour tester un inhibiteur de la lipoprotéine petit a, qui lui aussi est disponible pour le moment uniquement en recherche, dans les études, pas en clinique. Il faut valider son effet avant de le rendre disponible. Et il y a une étude qui va essayer d'évaluer l'effet de cet inhibiteur chez les patients qui ont une sténose aortique, une calcification de leur valve. Donc l'étude a démarré il y a quelques mois et on aura les résultats dans 5 ans. Donc voilà, ce n'est pas pour tout à fait de suite. Là, il faut le temps d'inclure les patients, de les suivre pour essayer de valider les effets. Donc voilà pour la partie lipoprotéine petit a. Je reviens très rapidement avant de conclure. Si j'ai encore un peu de temps, Vimla, oui, c'est bon. Donc sur l'histoire naturelle, je vous ai dit qu'il y avait une évolution de la pathologie sur la valve native, de la calcification. On réalise une chirurgie quand c'est nécessaire, on met une bioprothèse. Le problème, c'est que cette bioprothèse, elle n'a pas une durabilité éternelle, on va dire. Et dans une période entre 10 et 15 ans après l'implantation, alors les travaux, il y a des études qui divergent un petit peu, mais c'est autour d'une 10 à 15 ans, on va dire, on a une dégénérescence de la prothèse. Donc vous voyez, la prothèse ici se retrouve finalement calcifiée. Quels sont les mécanismes qui sont associés à cette dégénérescence des prothèses? On retrouve des mécanismes de calcification, de fibrose ou des déchirures de feuillets. Des mécanismes qui finalement sont assez proches de ce qu'on observe sur les valves natives avant la chirurgie. Lorsqu'on regarde les facteurs de risque, on retrouve les facteurs de risque de type métabolique, donc tout ce qui va être lipides, etc. Et d'autres facteurs de risque qui, eux, sont plus liés à la prothèse en elle-même qu'on vient d'implanter. Les contraintes mécaniques qui vont être différentes, le traitement du tissu qu'on utilise pour manufacturer les prothèses, des réponses potentiellement immunologiques, parce qu'on implante finalement un corps étranger chez un patient, il peut y avoir une réponse immunologique particulière. Mais on se retrouve avec des mécanismes similaires à ce qu'on observait sur les valves natives avant la chirurgie, et aussi des facteurs de risque de type métabolique. Et donc on a émis l'hypothèse que en fait, c'était peut-être un petit peu la même pathologie entre la valve native et la dégénérescence de la prothèse. On développe une calcification de la valve aortique, on subit une chirurgie, dans la majorité des cas, on reçoit une bioprothèse qui va ensuite dégénérer. Et donc, on se pose la question, notre hypothèse plutôt à valider, c'est que les mécanismes qui entraînent la calcification de la valve native et de la bioprothèse sont similaires. Et pour ça, bien sûr, on s'est posé la question du rôle des lipides. On avait beaucoup de travaux sur la valve native, lipides et calcification de la valve native. L'idée a été de développer des travaux sur les lipides et la dégénérescence de la prothèse. Et pour ce faire, on a eu un projet, on a initié un projet voilà, maintenant un peu plus d'une année, 2 ans, qui s'appelle Origine SVD, qui a été tout d'abord financé par la Fondation Genavi, qui est la fondation de l'Institut du Thorax. C'est une fondation mécénat entrepreneuriale, si je ne me trompe pas, Vimla, qui en fait permet chaque année, par des appels à projets internes, d'initier de nouveaux projets de recherche au sein de l'Institut, soit du laboratoire, pour les projets un peu plus fondamentaux, ou en clinique pour la recherche clinique. Et donc, suite à ce financement-là, on a réussi à commencer à initier le projet, générer des premières données qui nous ont permis d'avoir un financement national auprès de l'ANR pour lancer de façon effective la recherche qui s'attache donc à étudier le rôle des lipides
dans l'initiation de la dégénérescence des prothèses. Là aussi, le design du projet est assez similaire à celui que je vous ai présenté précédemment. On a une part clinique. On s'appuie principalement sur un projet un peu plus ancien, qui a été initié au début des années 2010 par Thierry et l'équipe de chirurgie cardiaque, le projet TransLink, qui est un projet européen, qui a recruté énormément de patients avant la chirurgie et qui les suit après la chirurgie, et aussi des patients qui avaient subi des chirurgies et qu'on revoit dans le temps. Donc ça permet d'avoir une base de données assez conséquente clinique sur l'état des prothèses dans le temps. Et ensuite, pour ce qui est de la modélisation préclinique, bien sûr, l'implantation de prothèses, ça ne peut pas se faire chez la souris ou chez le rat, c'est trop petit, on n'a pas la capacité. Donc on a dû passer sur un modèle animal un petit peu plus gros, on a pris le cochon, et donc on réalise à l'heure actuelle des chirurgies cardiaques, la même chose qu'on réalise chez l'homme, mais chez le cochon, pour implanter la prothèse, suivre dans le temps. On peut modéliser certaines modifications aussi de la cholestérolémie, de modifier le LDL cholestérol chez le cochon, pour essayer de voir quel peut être son rôle sur le devenir de cette prothèse. Et ensuite, beaucoup d'études, comme je vous disais, là aussi in vitro, où on travaille avec des petites cellules dans des plaques pour étudier différents facteurs qui pourraient être impliqués dans cette dégénérescence, dans cette pathologie. L'objectif du projet ici est de valider des cibles thérapeutiques liées ou autour de la dyslipidémie afin de prévenir la dégénérescence des bioprothèses. Donc là, c'est un projet qui est à un stade de démarrage, enfin un peu plus que le démarrage. On espère avoir des résultats dans les mois ou années qui viennent. Juste pour conclure, Thierry a déjà apporté un petit peu tout ça. On a parlé aussi en fin de présentation. Le fonctionnement de l'Institut du thorax, ici sur les programmes de recherche sur les valvulopathies, mais ça s'applique à peu près à toutes les pathologies qu'on étudie à l'Institut du thorax. On s'appuie énormément sur le CHU de Nantes et les patients avec le centre d'investigation clinique, qui est la partie recherche clinique de l'Institut du thorax, qui permet d'avoir des bases de données, des données biologiques aussi importantes qui viennent de la population, chez le patient, qui permet en fait de générer des données et ou des hypothèses pour le laboratoire, où là on a des projets de recherche plus translationnels, qui ensuite vont revenir, avec l'objectif du moins de revenir chez le patient pour améliorer le traitement de ceci. Donc, d'où l'importance vraiment de la connexion entre la recherche fondamentale en laboratoire. On travaille des fois sur des petites cellules et puis on se dit, entre la petite cellule qu'on a au fond de la boîte et le patient qui arrive en chirurgie, quel est le rapport? Le rapport, il se fait par cette connexion vraiment des projets et c'est important qu'on ait accès à des données cliniques, qu'on puisse se rapprocher de la clinique, voir ce qui se passe chez les patients, se poser aussi les questions, quelles sont les problématiques qu'ont les cliniciens et à quoi on doit répondre, pour ensuite essayer de travailler sur les mécanismes, les approches pour revenir vers la clinique et essayer d'améliorer la prise en charge. C'est quelque chose qui prend du temps. Vous avez vu, les projets sont initiés, puis les résultats arrivent et ça prend quand même beaucoup de temps. Et c'est surtout des projets qui sont réalisés pas par une ou deux personnes. Aujourd'hui, on est deux à vous présenter les travaux sur les valvulopathies. C'est une équipe qui est beaucoup plus large, autant dans l'unité de recherche, avec des chercheurs, des doctorants, certains qui sont ici, qui travaillent ardemment pour mener ces projets. Tout le pôle au CHU avec de nombreux cliniciens qui participent, des collaborations avec l'école Veto, des collaborations internationales et surtout beaucoup de financeurs, parce que la recherche, ça coûte cher. Mais on arrive à quand même faire évoluer un petit peu les pratiques et la prise en charge. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci.